Je vais voir avec vous dans cette vidéo ce qu'est le registre fantastique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre littéraire en général? Un registre littéraire, ce sont des moyens de style, de vocabulaire, employés par un auteur, un réalisateur ou un peintre pour produire un effet sur un lecteur ou un spectateur. Alors cet effet, ça peut être l'angoisse, ça peut être le doute, ça peut être l'admiration, ou ça peut être un message, comme dans le registre didactique. Après cette parenthèse générale, j'aborde donc le cours d'aujourd'hui qui est sur le registre fantastique. Alors, quel effet est censé produire un registre fantastique? Un registre fantastique est censé produire sur le spectateur ou le lecteur la peur et le doute. Alors j'explique un peu le doute qui peut paraître nébuleux. Donc le lecteur va se demander face à une histoire, mais est-ce que cette histoire qu'on me raconte, elle s'est vraiment passée? Est-ce que c'est vraiment possible que ça se passe comme ça dans la réalité? Parce qu'en fait ça a l'air tellement incroyable et en même temps c'est quand même soutenu par des hypothèses raisonnables qu'on se pose la question. Alors quel moyen maintenant pour produire un registre fantastique? Le premier moyen, c'est un élément surnaturel dans un contexte réel, parce que l'élément surnaturel va être en partie justifié par le contexte réel. Ensuite, il faut des lieux et des temps sombres et froids, en général, pour produire un peu de peur. Un crime, c'est toujours bien également pour produire de la peur. Et le vocabulaire du doute, bien sûr, puisque le narrateur va douter de ce qu'il a vécu. Alors, du point de vue du narrateur, justement, si c'est un narrateur qui vit vraiment l'aventure surnaturelle, il peut être fou, comme ça on se demandera mais est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il a vraiment vécu cette aventure? Ou au contraire, si c'est un narrateur qui n'a pas vécu l'aventure mais qui la raconte et qu'un de ses amis l'a vécu, dans ce cas-là, ce narrateur sera plutôt lucide et dira voilà, je suis lucide, mais quand même ça aurait peut-être pu se passer, je ne sais pas. Passons maintenant au texte connu qui utilise le registre fantastique en essayant de faire peur ou de faire douter les lecteurs. Alors le premier texte connu dont je parlerai, c'est The Fall of the House of Usher d'Edgar Allan Poe. Ensuite, il y aura La Cafetière de Théophile Gautier et puis La Main de Maupassant. Commençons donc par La Chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself, as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy house of Usher. I know not how it was, but with the first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. Alors, ce qui nous donne en français, pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, alors ça veut dire qu'il ressemble à la suie, noirâtre, donc journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. J'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Voilà comment Edgar Allan Poe commence sa nouvelle, et on voit bien qu'ici déjà une atmosphère effrayante, une atmosphère froide, une atmosphère sombre se met en place. Je passe maintenant à La Cafetière de Théophile Gautier. Alors dans cette nouvelle, un personnage arrive dans un château, on le loge dans une chambre, et dans cette chambre, pendant la nuit, les tableaux s'animent et les objets se mettent à bouger. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie
et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité, car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière, leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi, mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. Enfin, je passe à la main de Maupassant, alors que je vous laisse lire. Et dans cette nouvelle, c'est un juge qui raconte l'histoire d'un Anglais qui se fait étrangler par une main squelettique. Là, on en est au moment du crime. Et le juge étant un homme raisonnable, eh bien, il ne sait pas trop quoi en penser. Il a même eu un cauchemar où il voyait la main courir, mais bon, il imagine que c'était juste un cauchemar. Et donc à la fin de la nouvelle, on se demande si vraiment l'Anglais s'est fait tuer par la main ou si un gars est venu et l'a étranglé.